Une seule mauvaise chaise. C'est tout ce qu'il a fallu pour effacer à jamais la vie que Maylene Hayes avait si soigneusement construite. Elle pensait rencontrer un comptable un peu gauche pour un rendez-vous à l'aveugle. Le tout dans un restaurant de Manhattan à l'éclairage tamisé. Au lieu de ça, elle s'est assise en face de Jordan Costello, le chef impitoyable du syndicat du crime le plus redouté de la ville. Le temps qu'elle réalise son erreur catastrophique, une arme chargée se trouvait déjà sous la table. Les portes étaient verrouillées. Faire demi-tour n'était plus une option. La pluie incessante de novembre s'abattait contre les vitres du taxi jaune. Maylene Hayes vérifiait son reflet sur l'écran de son téléphone. À 28 ans, Maylene était une femme pragmatique. Elle travaillait 60 heures par semaine dans un cabinet d'architecte de Manhattan. Elle payait son loyer exorbitant à temps, et elle évitait les risques inutiles. Mais ce soir-là, elle enfreignait ses propres règles. Sa meilleure amie, Harper, l'avait pratiquement supplié d'aller à ce rendez-vous arrangé. « Il s'appelle Greg », avait insisté Harper au téléphone plus tôt dans la journée. C'est un analyste de risque, super stable, et il portera un costume gris anthracite. Il a réservé la banquette isolée au fond du Loisis à 8 heures. « Vas-y, Maddie, tu as besoin de vivre un peu. » Maylene a tendu un billet de $20 froissé au chauffeur. Elle a foncé sous l'averse, poussant les lourdes portes en chêne à poignées de laiton du Lois. Le restaurant était un sanctuaire de richesse et d'ombre. Il était faiblement éclairé par des appliques en cristal vacillantes. L'air sentait la truffe, le cuir cher et le bourbon vieilli. C'était le genre d'établissement qui n'affichait pas les prix sur le menu. Écartant les cheveux humides de son visage, Maylene jeta un coup d'œil à sa montre. 8h15. Elle était en retard. Elle ignora l'hôtesse hautaine et se fraya un chemin dans le labyrinthe de tables en acajou. Harper avait dit la banquette isolée au fond. En contournant un angle pour entrer dans l'alcôve privée, elle le vit. Il portait un costume gris anthracite, mais l'homme assis sur la banquette en cuir ne ressemblait en rien à un analyste de risque super stable. Il était d'une beauté intimidante. Ses cheveux sombres étaient coiffés avec une précision naturelle. Sa mâchoire nette et anguleuse était ombrée par une légère barbe de quelques jours. Il possédait ce genre de magnétisme brutal et sauvage qui aspirait tout l'oxygène de la pièce. Ses yeux, d'un bleu glacial surprenant, se levèrent du verre en cristal. Il faisait tourner un liquide ambré dans ses grandes mains couvertes de cicatrices. Son regard se posa sur elle, l'analysant avec le calcul froid d'un prédateur, évaluant une intrusion soudaine. Maylene prit une profonde inspiration, se forçant à afficher un sourire socialement acceptable. Elle se glissa sur la banquette en face de lui. « Je suis vraiment désolé d'être en retard. » Elle commença à laisser tomber son trench coat humide sur le siège en cuir à côté d'elle. La circulation sur la FDR était un véritable cauchemar, et mon chauffeur de taxi a décidé que le code de la route n'était qu'une simple suggestion. Vous devez être gelé à m'attendre, ou vous ennuyer. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'attendez pas depuis longtemps. L'homme ne cilla pas. Il posa lentement son verre sur la table. Le bruit des glaçons résonna fortement dans le silence soudain et pesant. Il se pencha en avant. Une légère odeur de bergamote et d'huile d'arme à feu flotta jusqu'à elle. « Qui vous envoie ?» Sa voix était un baryton grave et rauque. Elle envoya un frisson involontaire le long de la colonne vertébrale de Maylene. Ce n'était pas une question. C'était une exigence. Maylene laissa échapper un rire bref et gêné. Elle attrapa le verre d'eau que le serveur avait laissé plus tôt. « Harper. Évidemment. Mais je dois admettre qu'elle ne vous a pas rendu justice. Elle vous a fait passer pour, eh bien, sans vouloir vous offenser, un passionné de tableur, un analyste de risque. » Les yeux de l'homme se plissèrent imperceptiblement. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent. « Un analyste de risque. Oui. » Maylene continua, inconsciente de la tension mortelle qui émanait de l'homme en face d'elle. « Au fait, je m'appelle Maylene, mais vous pouvez m'appeler Maddie. Je sais que les rendez-vous à l'aveugle sont notoirement horribles. Mais je me suis dit, quel est le pire qui puisse arriver? On partage une assiette de coquilles Saint-Jacques hors de prix, et on repart chacun de notre côté. » Jordan Costello dévisagea la femme assise en face de lui. Pour la première fois en 32 ans de carrière à orchestrer le monde criminel de la côte Est, il était véritablement pris au dépourvu. Il était au Loisis, attendant un coursier du syndicat russe. Un homme qui devait lui remettre une clé USB contenant des numéros de compte offshore. Au lieu de cela, une belle civile trempée par la pluie, avec une énergie nerveuse et bavarde, avait débarqué dans sa loge privée.
Elle prétendait être là pour un rendez-vous à l'aveugle. Il aurait dû ordonner à ses hommes, postés au bar, de la faire sortir immédiatement. Mais en la regardant, une pensée étrange et calculatrice lui traversa l'esprit. Les Russes étaient notoirement paranoïaques. S'ils le voyaient assis seul dans une banquette isolée, ils pourraient suspecter une embuscade. Une femme, une belle femme naïve, était la couverture parfaite. « Méline », dit enfin Jordan, testant les syllabes de son nom sur sa langue. Cela sonnait comme une promesse. « Non, je n'attends pas depuis longtemps. Et vous avez raison. Les rendez-vous à l'aveugle peuvent être pleins de surprises. » Exactement. Méline sourit, sentant son anxiété diminuer légèrement. Peut-être que Harper avait raison. Peut-être qu'elle avait juste besoin de se détendre. Alors Greg, parlez-moi de l'analyse de risque. Est-ce aussi fastidieux que ça en a l'air? Ou y a-t-il un monde souterrain secret et palpitant derrière tout ça? Les lèvres de Jordan s'étirèrent en un lent et glacial sourire narquois. Vous n'avez pas idée, Méline. Il s'agit entièrement de naviguer dans le monde souterrain, d'évaluer les menaces, d'éliminer les responsabilités. Waouh, gloussa-t-elle en prenant une gorgée d'eau. Vous prenez votre travail très au sérieux. Ma vie en dépend, répondit-il. Méline pensa qu'il adoptait simplement un sens de l'humour sec et sarcastique. Elle ignorait totalement que l'homme assis en face d'elle avait ordonné l'exécution de 3 membres de gangs rivaux avant de finir son expresso du matin. Pendant les 20 minutes suivantes, Méline mena la conversation. Elle parla de son patron exigeant, de son amour pour l'architecture moderne du milieu du siècle et de ses expériences désastreuses avec les applications de rencontres. Jordan se contentait d'écouter, ses yeux bleus glaciers suivant chacune de ses micro-expressions. Il contribuait très peu, n'offrant que des réponses monosyllabiques et des remarques sombres et cryptiques que Méline interprétait à tort comme un charme ténébreux. C'est lorsque le serveur s'approcha enfin de leur table que l'illusion commença à se fissurer. Le serveur, un homme plus âgé aux cheveux argentés, s'approcha de la banquette avec un plateau en argent. Cependant, en regardant Jordan, son visage devint livide. Ses mains, agrippant le plateau, se mirent à trembler si violemment que les couverts s'entrechoquèrent contre le métal. « Monsieur Costello !» balbutia le serveur, ses yeux fuyant frénétiquement vers le sol, évitant activement le regard de Jordan. « Je m'excuse. Nous ne savions pas que vous nous honoriez de votre présence ce soir. Le chef veut vous offrir le tomahawk de Wagyu. Aux frais de la maison, naturellement. » Méline fronça les sourcils, regardant tour à tour le serveur terrifié et l'homme en face d'elle. « Monsieur Costello », répéta-t-elle, le front plissé par la confusion. « Je pensais que votre nom de famille était Higgins. Greg Higgins. » Jordan ne la regarda pas. Ses yeux restaient fixés sur le serveur avec un regard vide et glacial. « Ce sera tout, Francis. Nous ne voulons plus être dérangés. Compris? »« Oui, Capo? »« Absolument, » murmura le serveur, s'inclinant rapidement avant de s'éloigner de la table en courant presque. Le sourire de Méline s'effaça. L'air dans la banquette devint soudainement suffocant. « Capo !» murmura-t-elle, son cœur commençant à battre à un rythme effréné contre ses côtes. Elle le regarda. Le regarda vraiment cette fois. Elle remarqua le léger renflement sous le côté gauche de sa veste de costume impeccablement taillée. Elle remarqua sa position, face à la porte, suivant chaque ombre qui se déplaçait dans le restaurant. « Qui êtes-vous » demanda Méline, sa voix se réduisant à un murmure tremblant. Ses mains se posèrent sur ses genoux, ses doigts se crispant sur le tissu de sa robe. Avant que Jordan ne puisse répondre, l'atmosphère du Lois changea violemment. Les lourdes portes en acajou à l'avant du restaurant s'ouvrirent brusquement. 2 hommes entrèrent. Ils ne portaient pas la tenue de bureau habituelle de Manhattan. Ils portaient de longs et lourds manteaux de cuir dégoulinant de pluie. Leurs visages étaient obscurcis par l'ombre de chapeaux à large bord. Ils contournèrent complètement l'hôtesse, leurs mains dissimulées au fond des poches de leurs manteaux. Leurs yeux balayaient la pièce avec une intention mortelle. La posture de Jordan se durcit instantanément, devenant de granit. Sans quitter des yeux les hommes qui approchaient, sa main droite glissa doucement sous la nappe en lin blanc. Une seconde plus tard, Méline haleta, en sentant l'acier froid et lourd d'un pistolet à silencieux, frôler son genou nu sous la table. « Ne bougez pas », ordonna Jordan. Sa voix était un ordre mortel et vibrant qui ne laissait aucune place à la négociation. « Oh mon Dieu !» gémit Méline, la réalité de sa situation s'abattant sur elle comme un poids physique. Ses poumons se contractèrent. Le restaurant, le rendez-vous,
le costume gris. Tout était une erreur catastrophique. Vous avez une arme, vous n'êtes pas Greg. Non, je ne le suis pas, répondit Jordan calmement, ses yeux fixés sur les deux hommes qui naviguaient maintenant lentement entre les tables, se dirigeant vers leur banquette. Je m'appelle Jordan Costello, et maintenant, Méline, vous allez sourire, vous pencher sur cette table, et faire comme si vous étiez follement amoureuse de moi. Faites-le, maintenant. Je ne peux pas, suffoqua-t-elle. Des larmes de terreur absolue lui piquaient les yeux. Si ces hommes réalisent qui je suis, ils ouvriront le feu au milieu de ce restaurant, déclara Jordan, son ton dénué de toute émotion. Et vous êtes assise en plein dans la ligne de mire. Penchez-vous, souriez. L'instinct de survie, brut et implacable, l'emporta sur la panique de Méline. Avec des mains tremblantes, elle se pencha sur la table, forçant un large sourire synthétique sur son visage. Jordan la rejoignit à mi-chemin. Sa grande main se leva, ses doigts rugueux s'emmêlant dans ses cheveux humides à la nuque. Il la tira près de lui, si près qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de lui. Pour le reste de la salle, il ressemblait à deux amants perdus dans un murmure intime. Pour Méline, c'était une prise d'otage. « Continuez de sourire », murmura Jordan contre sa joue. Ses lèvres effleurèrent sa peau dans une parodie d'affection, tandis que sa main sous la table serrait l'arme à feu. « Ils sont à 3 mètres. Ne les regardez pas. » Méline ferma les yeux, son souffle se coupant, alors que les pas lourds des deux hommes approchaient de leur alcôve. L'odeur de la pluie, du cuir humide et du tabac bon marché inonda ses sens. Les hommes s'arrêtèrent juste à côté de leur banquette. Méline cessa complètement de respirer. Elle ferma les yeux très fort, attendant le rugissement assourdissant d'un coup de feu. « Excusez-moi ». Une voix aiguë et nasillarde coupa soudain l'attention. Les yeux de Méline s'ouvrirent brusquement. Derrière les deux hommes menaçants en manteau de cuir se tenait un petit homme chauve. Il portait un costume gris anthracite, trempé, et tenait un bouquet de marguerites qui se fanait rapidement. « Je cherche une Madeleine », couina l'homme chauve, regardant les deux assassins, puis, par-dessus leurs épaules, Méline et Jordan. « Êtes-vous Maddy? Je suis Greg Higgins. Je crois que vous êtes assise à la mauvaise table. » Le temps semble se fracturer. En l'espace d'une seule seconde, une douzaine de choses se produisirent en même temps. Les deux assassins, soudainement distraits par l'arrivée maladroite du vrai Greg Higgins, tournèrent la tête. C'était la seule ouverture dont Jordan Costello avait besoin. La main gauche de Jordan jaillit violemment, poussant Méline vers le bas sur le siège en cuir. « Baissez-vous » hurla-t-il. Avant que Greg ne puisse prononcer un autre mot, Jordan sortit sa main droite de sous la table. L'arme à silencieux émit 3 détonations rapides et sourdes. Le son était étouffé, comme des agrafeuses agressives, mais l'impact fut dévastateur. Le premier assassin s'effondra instantanément, une tache sombre s'épanouissant sur sa poitrine. Il s'écrasa contre le chariot de dessert dans un fracas de verre. Le second réussit à sortir un lourd revolver de son manteau. Mais Jordan fut plus rapide. Il sauta par-dessus la table avec une agilité terrifiante. Son costume sur mesure contrastait totalement avec la violence féroce de ses mouvements. Il enfonça son genou dans la poitrine du second homme, tordant le poignet de l'assassin jusqu'à ce qu'un craquement sinistre résonne dans l'alcôve, suivi d'un autre coup de feu étouffé. Des cris éclatèrent à l'avant du restaurant. Les clients renversèrent les tables, se précipitant vers les sorties. L'illusion élégante du lois se dissolut dans un pandémonium absolu. Méline était recroquevillée en boule sur le sol sous la table. Ses mains étaient plaquées sur ses oreilles. Tout son corps tremblait violemment. Elle pouvait entendre la débandade chaotique des pas, le fracas de la porcelaine fine et le bruit sourd des corps tombant au sol. « Greg !» sanglota Méline, jetant un coup d'œil dessous la nappe. Greg Higgins, le véritable analyste de risque, s'était évanoui à la vue du sang. Ses marguerites fanées étaient éparpillées sur le parquet poli. Soudain, une main forte agrippa le biceps de Méline, la tirant de sous la table avec une efficacité impitoyable. Jordan se tenait au-dessus d'elle, la poitrine légèrement haletante, l'arme toujours fermement serrée dans sa main droite. Il regarda les deux hommes morts qui saignaient sur le tapis perçant, puis se tourna vers Méline. « Jordans » ordonna Jordan. « Non !» cria Méline, arrachant son bras de sa prise. Elle recula jusqu'à heurter le mur en acajou de la banquette. « Je n'irai nulle part avec vous.
Vous êtes un meurtrier. Vous êtes un psychopathe. J'appelle la police. Jordan s'approcha, sa silhouette imposante bloquant la seule sortie de l'alcôve. Le détachement glacial de ses yeux fut remplacé par une urgence brûlante et furieuse. Écoutez-moi très attentivement, Méline. Ces hommes appartiennent à la famille Falcone. Ils ont été envoyés ici pour me mettre une balle dans la tête. Vous étiez assise en face de moi, jouant ma petite amie dévouée. Les caméras de ce restaurant ont votre visage. Le personnel vous a vu avec moi. Demain matin, les Falcone penseront que vous êtes ma propriété. Si je vous laisse ici pour la police, vous ne survivrez pas à la semaine. Je ne vous connais pas, hurla-t-elle, des larmes hystériques coulant sur son visage. Je me suis juste assise à la mauvaise table. Laissez-moi partir. La vérité n'a pas d'importance, dit Jordan en s'avançant et en lui saisissant les deux épaules, la plaquant contre sa poitrine. Dans la mafia, la perception est la réalité. Vous êtes impliqué maintenant. Si vous voulez vivre pour voir demain, vous venez avec moi. Avant qu'elle ne puisse protester à nouveau, Jordan l'entraîna vers les portes battantes de la cuisine. Le personnel de cuisine avait déjà abandonné ses postes, laissant des casseroles déborder et des flammes danser sur les cuisinières industrielles. Jordan navigua dans le labyrinthe d'acier inoxydable, avec l'aisance d'un homme qui a passé sa vie à se préparer aux embuscades. Il ouvrit d'un coup de pied la lourde porte de sortie en métal, entraînant Méline dans la ruelle glaciale et balayé par la pluie derrière le restaurant. Un énorme VUS noir blindé tournait déjà au ralenti dans la ruelle, ses pneus sifflant sur l'asphalte mouillé. La portière arrière s'ouvrit et un homme imposant au cou épais et au visage couvert de cicatrices en sortit. Un fusil d'assaut reposait nonchalamment contre sa poitrine. « Patron !» grogna l'homme, ses yeux se posant sur la femme en pleurs que Jordan traînait par le bras. Vincent a dit qu'il y avait eu une complication à l'intérieur. « C'est qui la fille ?»« C'est une civile, Luca !» gronda Jordan, poussant Méline sur la banquette arrière caverneuse du VUS avant de monter après elle. « Sors-nous d'ici. Emmène-nous au complexe de Brooklyn. Maintenant. »« Attendez, s'il vous plaît !» cria Méline, plaquant ses mains contre la vitre teintée alors que la lourde porte se refermait, la scellant à l'intérieur du véhicule insonorisé. Les serrures s'enclenchèrent avec un bruit lourd et final. Jordan s'installa sur le siège en cuir à côté d'elle, rangeant son arme sous sa veste. Il la regarda. Son mascara avait coulé. Sa robe élégante était froissée, et elle ressemblait à un lapin acculé. Une étrange et inhabituelle pointe de culpabilité s'enflamma dans sa poitrine, mais il l'étouffa rapidement sous des décennies de cruauté endurcie. « Pleurez autant que vous voulez, Méline, » dit Jordan doucement. La ville sombre défilait derrière les vitres teintées, alors que le VUS rugissait dans la nuit. Mais comprenez bien ceci. Votre ancienne vie s'est terminée au moment où vous vous êtes assise à ma table. Vous appartenez à la famille Costello maintenant. Le VUS blindé serpentait à travers les rues détrempées de Brooklyn, laissant loin derrière la ligne d'horizon scintillante et superficielle de Manhattan. À l'intérieur du véhicule caverneux, le silence était absolu, lourd et suffocant. Méline Hayes pressa son dos contre le cuir frais du siège, ses genoux serrés contre sa poitrine, comme pour tenter de minimiser son existence physique. Sa respiration était courte, rapide et irrégulière. Chaque fois que le véhicule heurtait un nid de poule ou prenait un virage serré, elle sursautait. Son esprit rejouait les détonations assourdissantes et étouffées de l'arme de Jordan Costello et le bruit sourd des assassins s'écrasant sur le sol du restaurant. Jordan était assis à côté d'elle, parfaitement immobile, un fantôme dans la faible lumière ambiante des lampadaires filtrant à travers les vitres, fortement teintées. Il était déjà détaché, son esprit opérant avec 10 coups d'avance, calculant les retombées de la tentative d'assassinat ratée. La famille Falcone avait franchi une ligne ce soir-là. Tenter un coup dans un restaurant public en territoire civil était un geste désespéré et insensé. Victor Falcone devenait impatient, et l'impatience dans leur monde menait toujours à un bain de sang. Le véhicule ralentit brusquement, quittant l'avenue principale pour s'engager sur une route isolée bordée d'arbres qui semblaient totalement déplacés dans l'étalement urbain. D'imposantes portées en fer forgé se matérialisèrent sous le déluge. Ils étaient flanqués de hauts murs de pierre surmontés de caméras de sécurité et de discrets rouleaux de fil de fer barbelés cachés sous un lierre tentaculaire. Alors que le VUS approchait, les portails s'ouvrirent vers l'intérieur avec un lourd gémissement mécanique. « Bienvenue dans votre nouvelle réalité, Méline »,
murmura Jordan, brisant le silence suffocant. Sa voix était totalement dépourvue de sympathie. C'était une déclaration de fait, froide et clinique. « Vous ne pouvez pas faire ça », murmura Méline, sa voix se brisant, complètement à vif, à cause de l'adrénaline et de la terreur. « Vous ne pouvez pas enlever une personne innocente. J'ai un travail. J'ai une vie. Quand je ne me présenterai pas au travail lundi, mon patron appellera la police. Mon ami Harper appellera la police. Vous allez attirer une enquête fédérale complète sur vous. » Jordan se tourna pour la regarder. Le bleu glacial de ses yeux capta la lueur des lumières du tableau de bord. « La police », répéta-t-il, un rire sombre et sans humour vibrant dans sa poitrine. « Le commissaire de police joue au golf avec mon oncle tous les dimanches dans les Hamptons. Le détective en chef de la brigade du crime organisé a une dette de jeu dont je détiens les reconnaissances. La police travaille pour la ville, Méline, et la ville m'appartient. Ne vous flattez pas en pensant qu'un avis de personne disparue franchira ces murs. » La finalité brutale de ses paroles la frappa comme un coup physique. Le dernier lien fragile qu'elle avait avec l'espoir se brisa. Elle ferma les yeux très fort, pressant son visage contre ses genoux, et laissa les larmes silencieuses et désespérées couler. Le VUS s'arrêta sur une allée circulaire en pavé, devant un vaste manoir en pierre calcaire. L'architecture était imposante, un mélange d'efficacité brutaliste et de richesse d'antan. De lourdes portes en chêne s'ouvrirent avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté, et une demi-douzaine d'hommes se déversèrent sur le porche. Ils étaient habillés de la même manière que Luca, vêtements sombres, regards perçants, lourdement armés et dégageant une vigilance de prédateur. Luca ouvrit la portière du passager, la pluie froide de novembre s'engouffrant instantanément dans l'habitacle chauffé. Jordan sortit le premier, indifférent à l'averse. Il ne se retourna pas pour voir si Méline suivait. Il attendait simplement l'obéissance. Luca se pencha dans le véhicule, son visage balafré impassible. « Dehors, madame. On y va. » Tremblant violemment, Méline sortit du véhicule. Le froid lui mordit les os, mais elle le sentit à peine. Elle était entièrement consumée par le cauchemar surréaliste qui se déroulait autour d'elle. Elle suivit Jordan sur les marches de pierre, entourée de gardes lourdement armés, et entra dans le hall du domaine Costello. Si l'extérieur était brutaliste, l'intérieur était un chef-d'œuvre de luxe intimidant. De hauts plafonds voûtés, des boiseries en acajou sombre et des sols en marbre noir importé, reflétaient la lueur de lustres anciens. Mais malgré l'opulence, l'endroit ressemblait à une forteresse. Il n'y avait pas de fenêtre au rez-de-chaussée donnant sur la rue. L'air était lourd, sentant la fumée de bois, les cigares chers et une tension sous-jacente. Lorenzo aboya Jordan, enlevant sa veste mouillée et la jetant à un garde qui attendait. Un homme grand, remarquablement beau, à la peau mate et aux yeux sombres et calculateurs, sorti d'une pièce adjacente. Il se déplaçait avec une grâce langoureuse qui démentait la netteté mortelle de son regard. Lorenzo était le sous-chef de Jordan, un homme titulaire d'un diplôme de droit de Harvard, mais qui avait choisi d'appliquer son génie aux affaires familiales. « Frère », salua Lorenzo, ses yeux se posant instantanément sur Méline, qui se tenait tremblante et trempée sur le sol en marbre. « J'ai entendu dire qu'il y avait eu un incident au Loïs. Je vois que tu as ramené un souvenir. Qui est-ce? » « Une complication, » déclara sèchement Jordan, passant devant Lorenzo, et se versant une mesure de whisky d'une carafe en cristal. « Les Falcone ont envoyé 2 tueurs au restaurant. Ils ont contourné la sécurité. Nous avons une taupe, Enzo. Personne ne savait que je faisais la livraison ce soir, à part le cercle restreint. » L'expression de Lorenzo se durcit, le charme facile s'évanouissant instantanément. « Tu en es sûr? Ils sont venus directement à ma table, » gronda Jordan, buvant le whisky d'une seule traite brutale. Il savait exactement où j'étais assis. Cette femme. Il fit un vague geste vers Méline. S'est assise à la mauvaise table pour un rendez-vous à l'aveugle. Elle a servi de couverture assez longtemps pour que je puisse tirer le premier. Mais elle est compromise. Les caméras ont son visage. Victor Falcone supposera qu'elle est une coursière ou une nouvelle maîtresse. Quoi qu'il en soit, elle est une cible. Lorenzo s'approcha de Méline. L'étudiant comme un scientifique pourrait étudier un nouveau spécimen inattendu sous un microscope. Méline recula, terrifiée par l'éclat froid et analytique de ses yeux. « C'est une civile », nota doucement Lorenzo. « C'est une situation compliquée, Jordan. L'amener ici, ça viole le protocole.
Si elle est un risque, nous devrions nous en occuper. Le cœur de Méline s'arrêta. S'en occuper? L'euphémisme était si nonchalamment livré, si glacialement poli, qu'il fallut une seconde pour que l'intention meurtrière s'enregistre. Non, haleta-t-elle, reculant jusqu'à ce que ses épaules heurtent la lourde porte en chêne. Non, s'il vous plaît, je ne dirai rien. Je le jure devant Dieu, je changerai de nom. J'irai vivre en Europe, je disparaîtrai. Vous n'avez pas à me tuer. Jordan claqua son verre vide sur le buffet en acajou avec un craquement violent qui fit sursauter tout le monde dans la pièce. Personne ne la touche. La voix de Jordan était un murmure bas et mortel qui commandait une obéissance absolue. Il s'avança, se plaçant délibérément entre Lorenzo et Méline. Elle est sous ma protection, jusqu'à ce que la menace Falcone soit neutralisée et que la taupe soit trouvée. Elle reste ici, confinée dans l'aile des invités. Lorenzo leva les mains en un geste de reddition, bien que ses yeux soient restés méfiants. Comme tu le dis, patron. Mais avoir une civile hystérique errant dans le complexe pendant que nous nous préparons à une guerre est une erreur tactique. Alors assure-toi qu'elle n'erre pas, rétorqua Jordan. Il reporta son attention sur Méline. La vulnérabilité dans ses grands yeux remplis de larmes toucha une corde étrange et totalement étrangère en lui. C'était une contrariété, se dit-il. Juste une contrariété. Geneviève vous montrera votre chambre. N'essayez pas de quitter le complexe. Le périmètre extérieur est équipé de détecteurs de mouvement et gardé par des hommes qui tireront d'abord et poseront des questions ensuite. Comprenez-vous? Méline ne pouvait pas parler. Elle hocha simplement la tête. Un mouvement saccadé et terrifié. Une femme plus âgée, au visage sévère et vêtue d'un noir impeccable, apparut dans le couloir. C'était Geneviève, la gouvernante, qui dirigeait le domaine Costello d'une main de fer. Elle prit doucement Méline par le coude. « Venez avec moi, mademoiselle. Mettons-vous au sec. » Méline se laissa conduire, l'esprit complètement engourdi. Elle fut escortée en haut d'un grand escalier majestueux et le long d'un long couloir bordé de peintures à l'huile classique et de portes lourdement verrouillées. Geneviève ouvrit enfin une porte au bout du couloir, faisant entrer Méline dans une chambre spacieuse et magnifiquement aménagée. Il y avait un lit king size, de lourds rideaux de velours et une salle de bain attenante en marbre blanc. C'était une belle chambre, mais lorsque Geneviève sortit et verrouilla la lourde porte de l'extérieur, le clic métallique résonna bruyamment dans l'espace silencieux. Méline s'affaissa lentement sur le tapis moelleux, ramenant une fois de plus ses genoux contre sa poitrine. Elle était prisonnière. Elle avait survécu à une fusillade pour être enfermée dans une cage dorée par l'homme le plus dangereux de New York. Pendant les 3 jours suivants, le monde entier de Méline se limita à ses 4 murs. Geneviève lui apportait ses repas sur des plateaux d'argent, une nourriture gastronomique qui avait un goût de cendre dans la bouche de Méline. Elle faisait les 100 pas dans la pièce, comme un animal en cage. Elle vérifia les fenêtres pour découvrir qu'elles étaient en verre renforcé incassable qui ne pouvait pas être ouvert de plus d'1 pouce. Elle n'avait ni téléphone, ni Internet, ni aucun lien avec le monde extérieur. Elle pensait à Harper, se demandant si son ami appelait frénétiquement les hôpitaux et les morgues. Elle pensait à son travail, à son bureau, avec les rendus architecturaux à moitié terminés d'une nouvelle place d'entreprise. Son ancienne vie ressemblait à un rêve qu'elle oubliait rapidement. Le 4e soir, la monotonie terrifiante fut rompue. La lourde serrure cliqua et la porte s'ouvrit. Jordan Costello se tenait dans l'embrasure. Il avait l'air épuisé. Les lignes nettes de son visage étaient tirées par la fatigue, et les ombres sous ses yeux glaciales étaient prononcées. Il avait troqué son costume sur mesure pour une chemise Henley sombre et un pantalon tactique noir, un étui d'armes solidement attaché à sa cuisse. « Venez avec moi », ordonna-t-il, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Où » demanda Méline, sa voix rauque après des jours de silence et de pleurs. Une étincelle de défi, alimentée par un pur désespoir, vacilla dans sa poitrine. « Allez-vous enfin vous occuper de moi ?» Jordan soupira, passant une main dans ses cheveux sombres. Le geste le fit paraître étonnamment humain pendant un bref et fugace instant. « Si je vous voulais morte, Méline, vous n'auriez jamais quitté le restaurant. Descendez. Vous devez manger autre chose que quelques bouchées de toast, et ma patience pour cette routine d'otage est complètement à bout. »« C'est une routine d'otage parce que vous me tenez en otage, » rétorqua-t-elle, s'avançant vers lui, sa colère l'emportant momentanément sur sa terreur. « Vous avez ruiné ma vie.
À cause de votre ridicule guerre de mafia, je suis enfermé dans une chambre comme un animal. Jordan combla la distance entre eux avec une vitesse terrifiante. Avant qu'elle ne puisse réagir, il la plaqua contre la lourde commode en acajou, ses grandes mains agrippant sa taille. Il ne lui fit pas de mal, mais sa proximité était écrasante. Il sentait la pluie, le café noir, et cette même légère odeur métallique d'une arme. « Écoutez-moi » murmura-t-il, son visage à quelques centimètres du sien. L'intensité de son regard était aveuglante. « Les Falcone ont torturé à mort un de mes capitaines hier. Ils vous recherchent activement. Ils ont mis une prime de 500 000 $ sur votre tête parce qu'ils croient que vous êtes ma faiblesse. Je vous garde enfermé dans cette pièce parce que c'est le seul endroit sur cette terre où je peux garantir que personne ne vous mettra une balle dans la tête. Comprenez-vous enfin la réalité de votre situation? » Méline cessa de respirer, le défi s'évanouissant, remplacé par une terreur froide et creuse. 500 000 $ pour une femme qui s'était simplement assise sur la mauvaise chaise. « Pourquoi vous en souciez-vous » murmura-t-elle, levant les yeux vers ses yeux bleus glaciés. « Je suis un risque. Lorenzo l'a dit lui-même. Pourquoi ne me livrez-vous pas à eux ou ne me laissez-vous pas partir ?» Jordan la fixa pendant un long et lourd moment, ses pouces effleurant inconsciemment le tissu doux du pull qu'on lui avait prêté à sa taille. Il n'avait pas de réponse. Dans son monde, les risques étaient éliminés. Mais chaque fois qu'il pensait que quelqu'un pourrait blesser la femme terrifiée et courageuse qui se tenait devant lui, une rage violente et protectrice s'enflammait dans sa poitrine, une rage qu'il ne pouvait expliquer logiquement. « Parce que vous êtes une spectatrice innocente », mentit Jordan doucement, sa voix baissant d'une octave. « Et je ne laisse pas les Falcone dicter qui vit et qui meurt dans ma ville. Maintenant, descendez, nous allons dîner. » Il la relâcha et recula, le lien invisible entre eux se brisant. Méline prit une inspiration tremblante, réalisant qu'elle n'avait pas le choix. Elle suivit le chef de la mafia hors de la pièce, s'enfonçant plus profondément dans le labyrinthe de son monde violent. Le dîner avec le cercle restreint de Costello était une leçon de maître en guerre psychologique, déguisée en repas civilisé. L'immense salle à manger était dominée par une longue table en acajou. Jordan était assis en bout de table, dégageant une aura d'autorité absolue. À sa droite était assis Lorenzo, faisant tourner un verre de vin avec un sourire facile et trompeur. À sa gauche se trouvait Matteo, un colosse lourdement tatoué, qui parlait à peine, mais qui dégageait une violence physique. Méline était assise près du bout de la table, picorant une assiette de bar poêlée, se sentant comme un agneau entouré d'une meute de loups très coordonnée. La conversation se déroulait autour d'elle, en italien rapide et en anglais fortement codé. Ils discutaient de cargaison, de territoire et de représailles. « L'autorité portuaire est compromise », nota Lorenzo calmement, coupant dans son steak. Victor a soudoyé le chef du syndicat. « Si nous faisons passer la cargaison par Red Hook, nous tombons droit dans une embuscade. Alors nous dévions vers Staten Island, grogna Matteo. Staten Island est trop exposé, répondit froidement Jordan, ses yeux suivant une carte étalée à l'autre bout de la table. Victor opère depuis l'ancien complexe industriel sur le front de mer. Il l'a fortifié. Tant que nous ne l'aurons pas délogé, nous jouons en défense. Méline, malgré sa terreur, se surprit à regarder les plans d'architecture qu'ils avaient déroulés sur le bois poli. Son esprit, entraîné pendant des années à analyser l'intégrité structurelle, la circulation spatiale et les vulnérabilités structurelles, commença automatiquement à traiter les lignes et les symboles sur le papier. Elle plissa les yeux, abandonnant sa nourriture. Le plan était celui d'un immense entrepôt industriel d'avant-guerre, le bastion des Falcone. Elle vit les murs porteurs, les gaines de ventilation, les portes en acier renforcé qu'ils avaient notées avec des marqueurs rouges. « Vous analysez mal la situation », laissa échapper Méline. Toute la table se tut, le cliquetis des couverts cessa. Le sourire de Lorenzo disparut. La main de Matteo se dirigea instinctivement vers l'arme dissimulée sous sa veste. Jordan leva lentement les yeux de la carte, les fixant sur elle. Le silence lourd et oppressant était assourdissant. « Pardon ?» demanda Lorenzo, sa voix dégoulinant de condescendance et d'avertissement. Les joues de Méline brûlèrent, mais une soudaine vague de confiance professionnelle traversa sa peur. Elle se leva, marchant prudemment vers le bout de la table où les plans étaient éparpillés.
Elle était architecte. C'était son langage. J'ai dit que vous analysez mal la structure, répéta Méline, sa voix tremblant légèrement avant qu'elle ne la force à se stabiliser. Elle pointa un doigt tremblant vers une section du plan marquée en rouge par les hommes de Jordan. Vous avez marqué tous vos points d'entrée ici, au quai de chargement du rez-de-chaussée. Vous supposez que c'est une forteresse impénétrable, parce que les murs font 1 mètre d'épaisseur en béton armé. C'est une forteresse impénétrable, ma belle, se moqua Matteo, croisant ses bras massifs. Nous avons perdu 3 hommes en essayant de reconnaître ce périmètre la nuit dernière. Ce n'est pas une forteresse, rétorqua Méline, regardant directement Jordan. C'est un piège mortel. Ce bâtiment a été construit en 1928, comme une usine textile. J'ai étudié ses plans exacts à l'Université pour la rénovation urbaine industrielle. Vous voyez ça? Capota une fine ligne pointillée qui traversait verticalement le centre de la structure. Ce n'est pas une poutre de soutien secondaire. C'est une gaine de ventilation à alimentation par gravité désuète qui se connecte directement au sous-sol. Elle contourne entièrement le rez-de-chaussée. Jordan se leva lentement, se penchant sur la table pour regarder où elle pointait. Il était si proche qu'elle pouvait sentir la chaleur qui émanait de sa poitrine. Une gaine de ventilation, murmura-t-il. Est-elle assez grande pour qu'un homme puisse y passer? C'est une prise d'air industrielle, expliqua Méline, son cerveau d'architecte prenant complètement le dessus. Elle fait facilement 1 mètre de large. Si vous accédez au toit depuis le bâtiment adjacent, vous pouvez descendre directement dans le sous-sol. Les plans montrent que la matrice électrique centrale est située juste là. Vous n'avez pas besoin de forcer les portes renforcées. Vous descendez au sous-sol, coupez le courant, et leurs grilles de sécurité électronique, leurs caméras et leurs serrures magnétiques sont instantanément désactivées. Lorenzo fixe le plan, son brillant esprit juridique, calculant instantanément l'avantage tactique. Il regarda Méline, un choc authentique se lisant sur son beau visage. « Elle a raison », murmura Lorenzo. « Mon Dieu, elle a vraiment raison. Nous envisagions un assaut frontal. Elle vient de nous donner une porte dérobée. » Jordan tourna la tête, regardant Méline. Le détachement glacial de ses yeux avait complètement disparu, remplacé par une admiration brûlante et intense qui coupa le souffle de Méline. Il ne la regardait plus comme un risque. Il la regardait comme une partenaire. « Vous avez étudié ça à l'université », déclara doucement Jordan. « Je suis architecte », murmura-t-elle, soudainement très consciente de leur proximité. « Je sais comment les bâtiments respirent. Je sais comment ils se brisent. » Les lèvres de Jordan s'étirèrent en un lent et dangereux sourire. C'était le premier vrai sourire qu'elle voyait sur son visage, et il était absolument dévastateur. « Eh bien, Méline Hayes, il semble que s'asseoir à la mauvaise table vient peut-être de me faire gagner une guerre. » La dynamique dans le complexe changea radicalement après cette nuit-là. Méline n'était plus confinée dans sa chambre. Bien qu'il lui soit toujours interdit de quitter le domaine, elle avait libre accès à l'intérieur. Jordan ordonna qu'une table à dessin soit apportée dans son bureau privé. Elle passa des heures à éplucher les registres de la ville, les plans d'architecture et les plans municipaux, aidant les hommes de Jordan à identifier les faiblesses structurelles des propriétés des Falcone. C'était une existence folle et surréaliste. Le jour, elle était le cerveau structurel d'un syndicat mafieux. La nuit, elle se retrouvait à passer des heures, assise avec Jordan devant l'immense cheminée de son bureau. La terreur s'était progressivement transformée en quelque chose d'infiniment plus dangereux, une connexion électrique indéniable. Elle apprit que Jordan n'avait jamais voulu de cette vie. Il avait été propulsé au rôle de capot lorsque son père avait été assassiné, forcé de devenir un monstre pour protéger sa famille du massacre par ses rivaux. Elle vit l'immense poids écrasant du leadership qu'il portait, l'épuisement qu'il cachait à ses hommes. Ed Jordan se retrouva complètement captivé par la femme brillante et pragmatique qui refusait de lui céder. Elle ne se recroquevillait pas. Elle débattait avec lui des approches tactiques. Elle remettait en question sa vision cynique du monde. Elle était totalement étrangère à son univers de sang et de trahison. Pourtant, elle s'intégrait dans sa vie avec une précision parfaite et terrifiante. Mais la menace imminente de la taupe persistait. Les Falcone anticipaient toujours leurs mouvements, tendant des embuscades à leur ligne d'approvisionnement avec une précision étrange. Seul quelqu'un du cercle restreint pouvait fournir des informations à Victor Falcone. Un soir, une semaine après la révélation du dîner, Méline était seule dans le bureau de Jordan.
Les hommes étaient sortis pour mener un raid basé sur ses renseignements architecturaux. Elle était à la table à dessin, organisant une pile d'actes de propriété, lorsqu'un morceau de papier se glissa du fond du portefeuille en cuir de Lorenzo, qu'il avait laissé sur le bureau. Méline se pencha pour le ramasser. C'était un bordereau de virement bancaire, un virement pour une somme exorbitante vers un compte offshore aux îles Caïmans. Chut! Elle fronça les sourcils en lisant les détails. Le nom du titulaire du compte était fortement crypté, mais le numéro de routage était accompagné d'une étrange note manuscrite dans la marge. C'était une séquence de chiffres, des coordonnées. Le sang de Méline se glaça. Elle reconnut ces coordonnées. C'étaient les coordonnées GPS exactes du complexe de Brooklyn. La porte du bureau se referma lentement avec un clic. Méline se retourna brusquement, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte. Le sourire facile et charmant avait disparu. Ses yeux étaient morts, dépourvus de toute humanité. Il glissa lentement la main sous sa veste de costume sur mesure et sortit un pistolet à silencieux, le pointant directement sur sa poitrine. « Vous êtes bien trop intelligente pour votre propre bien, Méline », dit doucement Lorenzo. Le silence de la pièce amplifia le clic mortel de la sécurité de l'arme qui se désengageait. « J'avais dit à Jordan que vous étiez un risque. Je n'avais juste pas réalisé que vous seriez un risque pour moi. » La réalité s'abattit sur elle, avec une clarté dévastatrice. Lorenzo, le sous-chef, l'homme en qui Jordan avait une confiance aveugle. C'était lui la taupe. Il vendait sa propre famille à Victor Falcone pour prendre le pouvoir. Lorenzo, murmura Méline, reculant lentement, sa main cherchant désespérément sur la table à dessin derrière elle, quelque chose qu'elle pourrait utiliser comme arme. Elle agrippa le lourd bord métallique d'une règle en T. « Vous le trahissez. C'est votre frère. Dans cette vie, le sang n'est qu'une monnaie d'échange, ma belle. » ricana Lorenzo en levant l'arme. « Victor Falcone m'a offert tout le territoire de Brooklyn une fois que Jordan sera mort. Je les ai prévenus pour le restaurant. Et ce soir, je les ai prévenus pour le raid. Jordan ne reviendra pas. Il marche droit vers un bain de sang. Et vous êtes la victime tragique d'une contre-attaque des Falcone. » Il pointa l'arme droit sur son cœur. Méline ferma les yeux très fort, serrant la règle en métal, se préparant à l'impact qui mettrait fin à sa vie. Soudain, une violente explosion fit voler en éclats les lourdes portes en chêne du bureau, projetant des éclats de bois à travers la pièce. Avant que Lorenzo ne puisse appuyer sur la détente, une ombre imposante remplit l'embrasure de la porte. Jordan Costello se tenait au milieu de la fumée et du bois en ruine. Il saignait d'une coupure au-dessus de l'œil, son costume était déchiré, et ses yeux brillaient d'une fureur meurtrière et féroce. Il n'hésita pas. Il ne parla pas. Il leva son arme et tira. Le rugissement assourdissant du coup de feu dans le bureau clos en acajou était apocalyptique. L'onde de choc frappa physiquement Méline Hayes à la poitrine, lui coupant le souffle. La détonation sourde de l'arme de Lorenzo fut complètement éclipsée par l'explosion tonitruante de l'arme de gros calibre de Jordan Costello. Lorenzo n'eut même pas la fraction de seconde nécessaire pour enregistrer le choc sur son visage parfaitement beau. La balle l'atteignit en haut de l'épaule droite. La force cinétique de l'impact fit pivoter violemment sa grande silhouette vers l'arrière. Son pistolet à silencieux tomba avec un cliquetis inutile sur le parquet poli, glissant jusqu'à heurter la plinthe des immenses bibliothèques. Lorenzo s'effondra contre le canapé en cuir, serrant sa clavicule brisée. Un halètement rauque et déchirant s'échappa de sa gorge, alors que le cramoisi sombre saturait immédiatement son costume italien impeccable. Méline laissa tomber la règle en T en métal, ses genoux la lâchant complètement. Elle glissa le long de la table à dessin, ses mains couvrant son visage, alors qu'un sanglot hystérique et tardif lui déchirait la poitrine. Jordan ne baissa pas son arme. Il traversa les restes éclatés des lourdes portes en chêne, sa silhouette imposante, projetant une longue et terrifiante ombre sur le tapis persan. Il ressemblait à un démon invoqué directement des cercles les plus bas de l'enfer. Ses cheveux sombres, normalement impeccables, étaient emmêlés de poussière et de pluie. Une lacération dentelée au-dessus de son sourcil gauche laissait couler du sang sur le côté de son visage. Sa veste de luxe était déchirée, couverte de la cendre granuleuse d'une explosion, mais ses yeux bleus glaciers brûlaient d'une fureur mortelle et pure qui ancrait toute la pièce à sa présence. Derrière lui, la silhouette massive et lourdement tatouée de Matteo entra dans le bureau. Le visage de Matteo était maculé de suie,
son fusil d'assaut levé et balayant les coins de la pièce, avant de se fixer carrément sur le sous-chef ensanglanté qui se tordait sur le canapé. « Matteo !» La voix de Jordan était un grognement bas et vibrant qui semblait à peine humain. « Sécurise le périmètre. Attachez-lui les mains. S'il bouge d'une manière qui ne te plaît pas, mets-lui une balle dans la rotule. »« Avec plaisir, Capo !» grogna Matteo, s'avançant avec une grâce prédatrice terrifiante. Jordan rengaina enfin son arme et traversa la pièce en 3 longues enjambées, tombant à genoux à côté de Méline. L'aura violente et meurtrière, qui émanait de lui, disparut à la seconde où ses mains touchèrent ses épaules. Il écarta ses mains tremblantes de son visage, ses pouces essuyant doucement les larmes chaudes et terrifiées qui coulaient sur ses joues pâles. « Madeleine » murmura-t-il, sa voix se brisant d'une émotion brute et désespérée qu'elle n'avait jamais entendue de sa part. « Es-tu blessé? T'a-t-il touché? Dis-moi tout de suite s'il t'a touché. »« Je vais bien » suffoqua-t-elle, ses doigts s'agrippant instinctivement au revers de sa veste en ruine, s'ancrant à sa chaleur solide. Jordan, il avait les coordonnées. Il a prévenu Victor Falcone. Il a dit que vous marchiez droit vers un bain de sang. Je te croyais mort. La mâchoire de Jordan se serra, un muscle se contractant furieusement sous sa peau meurtrie. Il la plaqua contre sa poitrine, enroulant ses bras autour d'elle et enfouissant son visage dans ses cheveux. Il la tenait avec une force désespérée et brutale, comme pour tenter de la protéger de la réalité violente du monde dans lequel il l'avait entraînée. « Il a essayé », murmura Jordan contre sa tempe, l'odeur de cordite, de pluie et de sang s'accrochant à lui. « Lorenzo nous a donné un faux emplacement pour la cache d'armes des Falcone près du canal de Gowanus. C'était piégé avec des explosifs industriels, mais Matteo a remarqué que les sentinelles étaient mal positionnées. Elles étaient prêtes pour une explosion, pas pour un assaut. Nous nous sommes repliés juste au moment où l'entrepôt a explosé. L'explosion a touché le bord de notre convoi, mais nous avons survécu. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Seul mon cercle restreint connaissait les coordonnées de ce raid. » Jordan recula légèrement, ses yeux glacials se posant sur Lorenzo, qui était maintenant ligoté avec de lourds serre-câbles, son visage pâle de choc et de perte de sang, alors que Matteo se tenait au-dessus de lui. « Tu m'as brisé le cœur, Enzo, » dit Jordan, la tristesse tranquille de sa voix, infiniment plus terrifiante que sa colère. « Nous avons grandi ensemble. Je t'ai confié ma vie. Je t'ai confié sa vie. » Lorenzo laissa échapper une toux humide et angoissante, un sourire sanglant tordant ses beaux traits. « Tu es faible, Jordan. Tu as amené une civile dans le complexe. Tu l'as laissé s'asseoir à la table de guerre. Tu as commencé à penser avec ton cœur au lieu de ta tête. Victor Falcone m'a promis l'Empire. Tu allais tous nous faire tuer pour une femme qui s'est assise à la mauvaise table dans un restaurant. Tu es un imbécile, répondit froidement Jordan, se levant et tirant Méline avec lui, la plaçant en sécurité derrière son large dos. Cette femme vient de me donner les plans pour détruire Victor Falcone. Elle est 2 fois plus tacticienne que tu ne le seras jamais. Emmène-le au sous-sol, Matteo. Nous nous occuperons de sa trahison au lever du soleil. » Alors que Matteo traînait le sous-chef déshonoré hors du bureau en ruine, laissant une traînée de sang sur le sol en marbre du couloir, l'adrénaline commença enfin à se retirer des veines de Méline, la laissant tremblante et épuisée. Elle regarda le sang qui séchait sur le front de Jordan, levant une main tremblante pour tracer le bord de la lacération. « Tu as besoin d'un médecin, » murmura-t-elle doucement. Jordan attrapa sa main, pressant ses lèvres contre sa paume. Ses yeux s'adoucirent, le bleu glacial se fondant en quelque chose d'infiniment plus chaud, quelque chose de dangereusement proche de la dévotion. « J'ai besoin que tu m'écoutes, Méline. La trahison de Lorenzo change le calendrier. Les Falcone savent que nous avons survécu à l'embuscade du canal de Gowanus. Victor réalisera que Lorenzo a échoué. D'ici minuit, Victor se barricadera dans l'entrepôt de Red Hook. Il s'entourera de tous les mercenaires qu'il a sous la main. La gaine de ventilation, dit instantanément Méline, son esprit revenant au plan d'architecture qu'elle avait méticuleusement étudié. Vous devez y aller ce soir, avant qu'ils ne puissent renforcer le sous-sol. Si vous attendez demain, ils scelleront l'accès au toit. Nous y allons ce soir, confirma Jordan, ses mains reposant lourdement sur sa taille. Mais j'ai besoin que tu comprennes ce qui va se passer ensuite. Si je ne reviens pas de Red Hook, Luca a l'ordre de t'escorter jusqu'à un aérodrome privé dans le New Jersey. Il y a un compte offshore à ton nom avec assez d'argent pour disparaître complètement. Tu seras libre.
Le cœur de Méline se contracta violemment. La cage dorée dans laquelle elle avait été enfermée ces 2 dernières semaines l'avait fondamentalement changée. L'architecte terrifié qui s'était recroquevillé sous la table du Loas avait disparu. Elle regarda le chef de la mafia impitoyable qui se tenait devant elle, un homme capable d'une violence indicible, mais qui avait systématiquement démantelé son propre empire pour la garder en sécurité. « Tu vas revenir » exigea Méline, sa voix perdant son tremblement, remplacée par une résolution féroce et indéniable. « Tu vas prendre l'accès au toit depuis le bâtiment adjacent. Tu vas descendre dans la matrice électrique. Tu vas couper leur grille de sécurité et tu vas mettre fin à cette guerre. Me comprends-tu, Jordan Costello ?» Un sourire lent et dévastateur se répandit sur le visage meurtri de Jordan. Il se pencha, capturant ses lèvres dans un baiser brutal et désespéré, qui avait le goût du fer, de l'adrénaline et d'une possession indéniable. C'était une promesse forgée dans les feux d'un monde criminel, un vœu prononcé dans le langage de la survie. « Je suis toujours les plans de l'architecte », murmura-t-il contre ses lèvres. La pluie s'était intensifiée en un déluge torrentiel au moment où l'équipe d'intervention de Costello arriva sur le front de mer industriel désolé de Red Hook. L'immense usine textile d'avant-guerre se dressait dans l'obscurité comme une tombe monolithique en béton, entièrement dépourvue de lumière. Victor Falcone avait fortifié le rez-de-chaussée précisément comme Jordan l'avait anticipé. De lourdes barricades d'acier bloquaient les quais de chargement, et des sentinelles lourdement armées patrouillaient le périmètre avec des optiques de vision nocturne, leurs silhouettes à peine visibles contre les eaux noires et agitées de l'East River. À 3 kilomètres de là, assise dans la salle de communication sécurisée du complexe de Brooklyn, Méline Hayes fixait sans ciller une batterie d'écrans lumineux. À côté d'elle, Luca gérait les fréquences radio cryptées. Méline avait une copie des plans d'architecture étalés sur la console, son doigt traçant la ligne pointillée de la gaine de ventilation désuète. L'équipe Alpha est en position sur le toit adjacent. La voix de Jordan crépita à travers les communications sécurisées, à peine audible par-dessus le bruit de la pluie battante et le hurlement du vent du front de mer. « Nous avons une vue sur la prise d'air industrielle. »« Sois prudent, Jordan, » dit Méline, en appuyant sur le bouton du microphone, sa voix stable malgré les battements frénétiques de son cœur. L'intégrité structurelle de cette gaine a près d'un siècle. Le mortier doit se dégrader. Garde tes points de contact larges pendant que tu descends en rappel. « Bien reçu, ma belle, » répondit Jordan, une légère note d'amusement résonnant dans l'oreillette. On passe en silence radio. Pendant les 20 minutes angoissantes qui suivirent, les communications furent complètement silencieuses. Méline avait l'impression de retenir son souffle pendant toute la durée. Elle regardait l'horloge numérique sur l'écran avancer inexorablement. Dans son esprit, elle visualisait Jordan et Matteo, naviguant dans l'obscurité étroite et claustrophobe de la gaine verticale, entièrement suspendus par des harnais tactiques, descendant de 15 mètres directement dans le ventre du bastion ennemi. Si son analyse architecturale était fausse, si les Falcone avaient rénové le sous-sol et scellé la prise d'air, Jordan descendait en rappel directement dans un cercueil de béton. Soudain, la radio cryptée éclata de vie avec un souffle de statique. Atterrissage. La voix rauque de Matteo résonna dans les haut-parleurs. « Nous sommes dans le sous-sol. »« Pas d'hostile. » »« Elle avait raison, patron. La matrice électrique principale est juste devant. » Méline laissa échapper un souffle frissonnant, enfouissant son visage dans ses mains une brève seconde avant de reporter son attention sur les plans. « Coupez le disjoncteur principal et le système de secours auxiliaire, » ordonna-t-elle rapidement. Les serrures magnétiques des lourdes portes en acier s'ouvriront et tout leur réseau de caméras sera aveugle. « Exécution en cours, » répondit Jordan. Quelques secondes plus tard, les drones de surveillance externe opérés par Luca capturèrent l'immense entrepôt industriel, plongeant dans une obscurité chaotique absolue. Les projecteurs de sécurité montés sur les murs en béton s'éteignirent instantanément. « Le courant est coupé », annonça Luca, un sourire féroce fendant son visage balafré. La forteresse est complètement aveugle. Ce qui suivit fut une leçon de maître en domination tactique. Sans leur sécurité électronique, le syndicat Falcone était entièrement paralysé. Les équipes d'intervention secondaire de Jordan, qui attendaient dans l'ombre des quais de chargement, forcèrent les portes magnétiques défaillantes avec une vitesse terrifiante. La fusillade qui s'ensuivit fut brève, brutale et décisivement à sens unique. Les hommes de main de Costello balayèrent l'entrepôt avec une précision militaire,
éliminant les mercenaires qui trébuchaient aveuglément dans les couloirs sombres. Victor Falcone, le caïd impitoyable qui avait ordonné le coup au restaurant, fut retrouvé recroquevillé dans le bureau de direction du dernier étage, complètement abandonné par ses hommes. Il n'eut pas l'occasion de se rendre. Jordan mit fin à la guerre d'un seul coup de feu étouffé dans l'obscurité. Le point culminant de décennies de sang et de rivalité, finalement réduit au silence sur le sol froid en béton. Au moment où le soleil commençait à se lever sur la ligne d'horizon de Manhattan, peignant les lourds nuages de pluie de teintes meurtries de violet et d'or, le VUS blindé de Costello repassa les portes en fer forgé du complexe de Brooklyn. Méline attendait sur les marches de l'entrée, enveloppée dans un lourd châle de laine, contre le froid mordant du matin. Elle regarda Jordan sortir du véhicule. Il avait l'air épuisé, couvert de la sinistre réalité de sa profession violente, mais sa posture était droite, le poids écrasant de la menace Falcone définitivement levé de ses épaules. Il monta les marches de pierre, s'arrêtant à quelques pas d'elle. Le silence entre eux était lourd, empreint de la prise de conscience que la nécessité absolue de son confinement avait fondamentalement pris fin. Jordan plongea la main dans sa poche et en sortit une lourde clé en laiton. Il la lui tendit, ses yeux bleus glaciers complètement illisibles. « La guerre est finie », dit Jordan doucement, sa voix rauque à cause de la fumée et des cris. « Victor Falcone est mort. On s'occupe de Lorenzo. Il n'y a plus de primes, plus d'assassins. La taupe a été éradiquée. Le portail est déverrouillé. Méline, voilà votre téléphone. Le compte offshore est entièrement approvisionné. Vous pouvez sortir par ces portes maintenant, prendre un taxi pour Manhattan et faire comme si vous ne vous étiez jamais assise à ma table. » Méline regarda la clé en laiton reposant dans sa paume balafrée. Elle regarda par-delà lui les imposantes portes en fer forgé qui se tenaient grandes ouvertes pour la première fois depuis des semaines, révélant la rue calme et bordée d'arbres de Brooklyn au-delà. La liberté était à 50 mètres à peine. Elle pouvait retourner à son cabinet d'architecte. Elle pouvait retrouver son loyer exorbitant, ses semaines de travail de 60 heures et la sécurité banale de sa vie pragmatique. Elle leva lentement les yeux pour croiser les siens. Elle vit le terrifiant et brutal capot de la mafia qui commandait le monde criminel. Mais elle vit aussi l'homme qui avait tout risqué pour protéger une étrangère. L'homme qui l'écoutait, qui respectait son intelligence et qui la regardait comme si elle était la seule chose qui le rattachait à sa propre humanité. Madeleine tendit la main, ses doigts délicats effleurant sa paume rugueuse. Mais au lieu de prendre la clé, elle referma ses doigts sur elle, repoussant doucement sa main. « Je ne pense pas que je puisse retourner dessiner des places d'entreprise, Jordan, » murmura Méline, un sourire audacieux et dangereux se dessinant sur ses lèvres alors qu'elle entrait dans son espace, glissant ses bras autour de sa taille. De plus, ce complexe a une ventilation transversale terrible. Il nécessite une refonte architecturale complète, et je suis la seule qualifiée pour le travail. Jordan laissa échapper un souffle bas et rauque, la dernière barrière invisible entre eux se brisant complètement. Il laissa tomber la clé sur le porche en marbre, enroulant ses bras férocement autour d'elle, enfouissant son visage dans son cou alors qu'il la serrait contre lui. Il avait gagné la guerre, mais à la fin, c'est la femme qui s'était assise à la mauvaise table qui l'avait entièrement conquis. Méline a-t-elle fait le bon choix en restant dans le monde périlleux et obscur du syndicat Costello? Ou aurait-elle dû partir quand les portes se sont enfin ouvertes? Son rendez-vous à l'aveugle catastrophique a prouvé que parfois, s'asseoir à la mauvaise table vous mène exactement là où vous êtes censé être. Si vous avez été captivé par cette romance mafieuse palpitante, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Partagez cette histoire captivante avec vos amis. Et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de drames romantiques sombres et pleins de rebondissements. Activez aussi la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire d'amour dangereuse. Merci.